Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cet entretien avec le président Paul-Henri Damiba. Nous sommes toujours à Lomé. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain. Alors, dans la première partie de cet entretien, nous avons évoqué pas mal d'aspects, mais je voudrais qu'on revienne sur quelques-uns que nous n'avons pas mis en exergue. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe dans votre pays, qu'avez-vous envie de dire? On demande le départ de Sabre, on demande le départ des Français. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes à l'extérieur maintenant? Je ne voudrais pas trop commenter certaines décisions des autorités politiques actuelles, mais je regarde, je suis en tout cas certains événements qui se passent dans mon pays, mais je pense qu'il y a de la prudence quand même il faudrait observer en tant que décideur politique, en tant que responsable d'un pays, parce que nous savons tous que dans la première partie de notre entretien, j'avais notamment souligné les difficultés qui peuvent exister souvent entre les responsables de nos pays et puis les différents partenaires aussi qui sont là à nos côtés. Et le piège, en tout cas, qu'il faudrait tout faire pour éviter, c'est qu'on n'aille pas vers une nouvelle partition encore de l'Afrique. Mais on se retrouve dans une situation, si vous permettez, Monsieur le Président, où il y a une armée qui estime que les résultats ne sont pas là et qui estime que la présence de l'armée française n'est pas nécessaire. Est-ce que vous comprenez ce choix-là? Vous qui avez travaillé sur le terrain, qui avez été avec eux, vous comprenez le fait qu'ils disent aujourd'hui l'opération Sabre n'est plus nécessaire sur le territoire? Non, l'opération Sabre à son départ ne conduisait pas des activités à l'intérieur du Burkina Faso. C'est avec l'avancée du phénomène terrorisme que Sabre a appuyé de temps en temps. En tout cas, pendant que nous étions au pouvoir, nous avons connu certains moments difficiles en termes de coordination de nos activités. Sabre vous a aidé dans la coordination de vos activités? Non, nous avions eu des problèmes de coordination au départ. Mais tout ça, je pense qu'on doit pouvoir discuter. On doit pouvoir discuter. Mais lorsqu'on dit ça fait 10 ans qu'on est là, 10 ans qu'on est dans cette situation et où ça ne fait qu'empirer, on continue de discuter jusqu'à quand et de quoi? Non, mais si vous ne discutez pas, vous ne pouvez pas aboutir à un résultat. Pour la simple raison que ceux qui viennent, les partenaires là, ne sont pas des nationaux. C'est des étrangers qui viennent pour nous accompagner dans notre dynamique. Donc, il faut que votre dynamique soit connue. Il faut que vous puissiez dégager ensemble les méthodes et comment est-ce que vous pouvez coopérer efficacement ensemble. C'est en cela que je parle de coordination. Vous avez été aux affaires. Est-ce que vous avez trouvé cette méthode de coordination dont vous parlez? Au début, ce n'était pas aisé, mais à la fin... À la fin, vous vous entendiez? À la fin, on arrivait à avoir, en tout cas, une coopération avec les forces dans le cadre des opérations militaires. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président, le rejet qu'il peut y avoir des forces françaises sur le terrain, par exemple au Burkina Faso? Vous comprenez ça? Et ces drapeaux russes qui fleurissent? J'ai bien compris ça, mais pour ma part, le problème que nous connaissons au Burkina Faso, à savoir l'insécurité, est d'abord une problématique, une question interne. C'est une question interne. Si nous prenions aujourd'hui d'autres partenaires qui viennent, qui ne connaissent pas nos réalités, qui ne connaissent pas nos populations, qui ne connaissent pas nos habitudes, qui ne connaissent pas le mode d'action ou le mode d'évolution des bandes ou des groupes armés, et comment ces partenaires-là peuvent être efficaces? Pour vous, les groupes russes ou les mercenaires dont vous avez parlé dans la première partie de cet entretien ne sont pas à envisager? Non, pour moi, c'est une histoire d'orientation politique. Mais ce qui est bien avant toute décision, c'est l'analyse objective
Parce qu'il y a des décisions qui peuvent se prendre sans trop d'analyse. Il y a des décisions qui peuvent se prendre dans la ferveur populaire. Il y a des décisions qui peuvent se prendre après avoir bien étudié les contours du problème. Vous avez le sentiment que les autorités actuelles prennent des décisions dans la ferveur populaire, sous la pression de la rue? Je ne dirais pas cela comme ça. Je pense qu'il pose un minimum d'analyse, mais ce que j'ai dit dans la première partie, pour nous, de manière schématisée, pour revenir à la politique du singe, on dit que le singe, il ne lâche pas la branche sur laquelle il s'appuie pour avant de chercher à attraper. Donc, il faut être sûr qu'on a déjà, parce que on chasse les Français aujourd'hui, par exemple, ce qui est une décision, si c'est une décision politique, mais quel mécanisme on trouve pour combler pour vous, pour chasser, comme vous dites, voilà, pour vous, pour chasser les Français, comme vous dites, c'est le terme que vous avez utilisé, il faut d'abord avoir quelqu'un d'autre. On a le sentiment qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre. Est-ce que nos pays, les pays africains ne peuvent pas se démerder par eux-mêmes et multiplier les partenaires, tout simplement, sans que ce soit les Russes ou ce que l'on veut, tout ce que l'on cite en ce moment? Non, absolument. Moi, pour notre dynamique, par exemple, nous étions persuadés, et nous sommes encore convaincus aujourd'hui, que l'immixtion des tiers dans un problème interne, ça va créer davantage de problèmes. À partir du moment où nous avons des leaders sociaux, nous avons des leaders communautaires qui sont respectés et qui peuvent parler aux uns et aux autres. C'est ce qui nous manque profondément au Burkina Faso. On aime tellement être bien pour soi seul que bien pour l'ensemble. Et c'est ces divisions qui nous créent des problèmes. Il n'y a pas de dialogue entre les différentes communautés, c'est ça? Il y a des dialogues, mais il y a le problème. Il y a le problème de l'insécurité. Ça veut dire, pour nous, il faut impérativement qu'on on laisse de côté nos petits conflits partisans ou bien nos petits conflits communautaires pour faire face à l'insécurité. Parce qu'il y a un pays qui est une vraie union sacrée contre l'insécurité. Alors certains ont dit que sur le terrain, personne d'autre ne pouvait combattre autant que les Burkinabés et que les Français n'étaient pas à l'écoute. Que ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas être à l'écoute parce qu'ils ne peuvent pas mener cette guerre sans vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils étaient à l'écoute? Est-ce qu'ils vous ont écouté dans votre stratégie à vous, qui consistait à se battre à vos côtés et à aller voir les communautés par vous-même? Pourquoi il y a un partenariat? Parce qu'il y a un dialogue entre un pays X mais là, aujourd'hui, on parle un partenaire. On parle d'écoute. Est-ce qu'ils écoutaient? Parce qu'on a eu le sentiment qu'ils imposaient un point de vue, une stratégie. Vous ont-ils imposé une stratégie? Est-ce qu'ils étaient à l'écoute de votre stratégie à vous? Non, au premier moment, ils ne peuvent pas être à l'écoute parce qu'ils vont chercher à comprendre où est-ce que vous partez, dans quel sens, voilà. Mais je pense qu'il faut briser, nous avons pu briser ce mur de verre là pour se parler clairement. Et puis, quoi qu'on dise, vers la fin, on a eu beaucoup de choses avec eux. Nous avons eu des renseignements qui nous ont permis de faire certaines actions bien ciblées. Nous avions eu aussi des appuis en termes d'évacuation de nos personnels blessés, en termes d'appui-feu. On améliorait plus ou moins la coordination entre nos forces et puis ces forces étrangères qui stationnaient au Burkina Faso. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on a envie de dire, vous avez passé combien de mois aux affaires? Vous êtes resté à peu près 9 mois, c'est ça? Bon, c'est les deux que j'ai renoncé à ma fonction, le 2 octobre. 2 octobre, donc à peu près 7 mois. Bon, 8 mois. 8 mois à peu près. Si vous deviez dresser votre bilan aujourd'hui,
concrètement de ces 8 mois-là, vous diriez quoi? Qu'est-ce que gardera l'histoire de ce passage? Que gardera-t-on d'Amiba qui est passé aux affaires pendant 8 mois? Je vais m'appuyer beaucoup pour évoquer ce que nous avons pu accomplir pour notre pays. C'est d'abord les objectifs que nous avons définis. Nous avons défini 4 principaux objectifs, à savoir la lutte contre l'insécurité. Nous avions aussi envisagé le soutien humanitaire aux personnes déplacées. Nous avions aussi comme objectif, 3e objectif, l'amélioration de la gouvernance et enfin la question de la réconciliation. Sur ces 4 domaines, je pense que en termes de stabilisation, certaines portions de notre pays qui étaient touchées par l'insécurité, si vous prenez le tableau de l'insécurité dans notre pays, au moment où nous venions en janvier et au moment où on le laissait, et vous allez remarquer que certaines poches, ont été, certaines zones ont connu un calme. On a que l'insécurité a grandi dans le pays, qu'il a gagné d'autres régions. Non, Elle a gagné d'autres régions, l'insécurité. Non, je ne parle pas, je parle de 2 tableaux. Le tableau qui existait au plan sécuritaire jusqu'en janvier 2022 et le tableau sécuritaire qui existait entre janvier et puis fin septembre 2022. Si vous prenez ces 2 tableaux, vous allez constater aisément qu'en termes de stabilisation des zones, certaines régions de l'Est ont connu une accalmie. Je ne dis pas que nous avons supprimé toutes les attaques, mais il y a eu des accalmies dans certaines zones dans la région de l'Est, dans la région du Nord et dans la région de l'Ouest et dans la région du Sud-Ouest. Il y a des zones qu'on avait pu, par certaines opérations de ciblage, là, et on avait pu apaiser. Le deuxième volet, c'est par rapport aux personnes déplacées. Nous, quand on venait, le nombre des populations déplacées était autour de 3 millions. 3 millions. Autour de 3 millions de personnes déplacées. Et notre travail a permis de réduire le nombre de personnes. On était même descendu en bas de 2 millions, autour de 2 millions 400. C'est des tableaux qui existent. Ça veut dire que les populations même repartaient. Il y a des régions où les populations repartaient. Et si on prend le 3e volet en termes de gouvernance, je peux dire sans essayer de nous vanter qu'il y aura des systèmes politiques qui ont été aussi transparents dans la gestion que le système que nous avons conduit. Justement, vous avez le reproche que vous font un certain nombre de personnes à Ouagadougou, c'est que pendant votre période, il y a eu des affaires, il y a eu des malversations, que vous vous seriez enrichi pendant cette période-là. Que répondez-vous à ça? Quand vous parlez de gouvernance, on a envie de comprendre. Je ne réponds pas aux personnes qui veulent juste discréditer ou salir. Je ne réponds pas à ces personnes-là. Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement, je suis prêt à répondre devant les juridictions. Vous n'avez rien pris, vous n'avez rien emporté avec vous. Mais vous me voyez là, est-ce que je ressemble? Bon, les camarades se moquaient de moi qu'ils n'ont jamais vu un président aussi pauvre que moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par les réseaux, mais c'est vraiment du fake. C'est des trucs montés juste pour discréditer ou pour salir. En tout cas, moi, je suis en paix avec ma conscience et puis l'avenir nous dira qui a raison ou qui n'a pas raison. Non, mais je voudrais ajouter sur un volet par rapport aux résultats, là. C'est sur le 4e point. Le 4e point portait sur la réconciliation. Nous n'avons pas d'issue à cette crise-là sans la réconciliation.
et j'insiste encore là-dessus que il n'est pas question de réconcilier des individus. Il ne s'agit pas de réconcilier des individus. Il s'agit de réconcilier des communautés. Il s'agit de réconcilier des groupes sociaux. Vous l'avez fait? Oui, nous avions fait parce que nous avions entamé ce qu'on appelle le dialogue. Mais ce dialogue a vite tourné court, puisque vous avez fait revenir l'ancien président Blaise Compaoré. On a vu que le climat n'était pas des meilleurs, et vous y avez renoncé. Non, il ne faut pas confondre la venue du président Compaoré avec la dynamique de dialogue, puisque cette dynamique, la dynamique de dialogue dont je parle, c'est un dialogue entre nos communautés et aussi un dialogue avec les groupes armés qui font de l'extrémisme violent et leur mode d'expression. Donc c'est de ce dialogue-là que je parle. Parce que c'est comme si une partie de nos populations en veut à l'État et est obligée de régler, de trouver la solution par l'expression de leurs armes. Donc, mais il y a des raisons d'en vouloir par moment à l'État. Quand on regarde les régions touchées, on se dit l'État n'a pas été présent. Donc, il y a des raisons d'en vouloir à l'État et de chercher d'autres solutions. Non, il faut pas seulement penser que c'est lié à ça. Actuellement, pratiquement, je pense qu'il y a très très peu de régions qui ne sont pas touchées. Donc, c'est pas seulement parce que l'État n'est pas présent. Parce que la crise a pris une telle proportion maintenant que ça a gangréné un peu partout. Voilà, même à côté du centre, il y a des régions touchées. Voilà. C'est instable. Monsieur le Président, aujourd'hui, si vous aviez un mot pour les autorités aux affaires aujourd'hui, ceux qui vous ont succédé, quel serait-il? Que leur conseilleriez-vous aujourd'hui? Ce que moi je pourrais leur dire véritablement, c'est d'aller vers la paix. D'aller vers la paix. Parce que ils savent que notre pays a beaucoup souffert. Il y a trop de populations qui ont perdu la vie. Il y a également il y a de la misère qui s'installe. Il faut faire l'effort d'aller vers la paix. Aller vers la paix, pour moi, ça veut dire éviter au maximum tout ce qui peut renforcer la guerre. Mais quand vous dites ça, avez-vous le sentiment qu'ils ne vont pas vers la paix? On a le sentiment que tout le monde veut aller vers la paix. Mais est-ce qu'ils ne vont pas à la conquête de la paix aujourd'hui? Non, moi j'ai l'impression qu'on est plus dans des divisions. On entretient certaines divisions. Et ça, on ne peut pas gagner une paix à travers en divisant. Expliquez un peu, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est quelle division? La division, quand vous parlez de division interne ou division avec les partenaires? Bon, pour moi, la division, elle est d'abord interne. Elle est d'abord interne. Il faut tout faire pour unir nos communautés entre elles. Il faut tout faire pour unir nos forces entre elles. Il faut oser dialoguer avec les groupes armés. Il faut oser dialoguer parce que il ne faut pas qu'on les regarde comme des gens d'une autre race ou bien d'un autre pays. Voilà. Et pour moi, le pays a tellement souffert depuis 7 à 8 ans du terrorisme. Les infrastructures sont détruites, les vies humaines sont perdues, les militaires sont épuisés. Il y a trop de problèmes. L'économie est en berne. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on veut entretenir, voilà, on veut en finir, on veut combattre, oui. Vous avez le sentiment qu'on ne peut pas vaincre ces terroristes-là par la force, c'est ça?
Non, mon parcours militaire m'a montré effectivement que le meilleur stratège, en tout cas, c'est celui ou cette personne qui arrive à plier l'ennemi sans avoir à tirer ou à le combattre. Et Oui, mais si l'ennemi c'est un barbare qui tire en permanence. non, mais tant qu'il y a la possibilité, nous, on ne disait pas que nous n'allons pas combattre. On faisait des opérations calibrées, précises, qui ne causaient pas beaucoup de dommages collatéraux. Et parallèlement, nous entretenions ce qu'on appelle des échanges pour savoir, et on avait pu démobiliser. Et je pense que la démobilisation doit être prônée. En plus de certaines actions coercitives, limitées et encadrées, la démobilisation là est un facteur important. Mais combien vous en avez démobilisé? Combien vous en avez démobilisé, Monsieur le Président? Bon, nous, on était autour d'une centaine de personnes, mais on avait beaucoup de promesses. Certaines personnes démobilisées sont reparties pour ramener d'autres. Malheureusement, je pense que toutes ces démarches-là sont plus ou moins à l'eau. C'est-à-dire votre successeur n'a pas suivi cette politique qui était initiée par vous au départ. Non, je ne pense pas qu'il a suivi. En tout cas, pour le moment, je ne pense pas que ça continue. Alors, Monsieur le Président, vous êtes resté silencieux pendant tout ce temps-ci. On se dit pourquoi il sort aujourd'hui. Vous avez envie de repartir à la reconquête, à la conquête de ce pouvoir que vous avez perdu, ou bien qu'est-ce qui vous fait parler aujourd'hui? Je ne suis pas intéressé par un quelconque pouvoir politique. Le pouvoir politique corrompt l'homme. Voilà. Moi, j'ai ma personnalité et mes valeurs que je garde bien pour moi. Et je ne suis pas à la conquête. Je veux simplement être utile pour les autres. Parce que c'est dans ça que nous avons grandi. C'est dans ça que voilà. C'est tant que la valeur d'un homme se mesure par son utilité pour sa société. Voilà. Et c'est juste ça. Donc, les autorités ne doivent pas craindre que Paul-Henri Damiba soit en train de se préparer à revenir et qu'ils soient en train de se dire « je vais reprendre mon fauteuil ». Non, ils n'ont pas... Moi, je ne vois pas une seule raison qu'ils nourrissent de telles idées. Et beaucoup, en tout cas, d'entre eux, ils me connaissent. On n'est pas avide. Mais oui, moi, là, je n'étais pas un président. Voilà, je ne me suis jamais comporté un seul jour comme quelqu'un qui s'attache à un fauteuil. Moi, je crois en la destinée de l'homme. Voilà, et je sais que... Et que peut-être vous allez bientôt rentrer au pays, alors. Il y a des négociations, il y a des pourparlers dans ce sens? Non. Parce qu'on sait que certains de vos partenaires ont été mis en résidence surveillée. Non, il n'y a pas une négociation particulière pour entrer. Je me dis que cette position de recul-là leur permet de mener comme ils le pensent. Et véritablement, je pense qu'ils doivent tout faire pour faire mieux. Ils doivent tout faire, se donner tous les moyens pour faire mieux. Mieux pour qui? Mieux pour le Burkina Faso. Parce que sinon, ça sera une action dont on aura honte de parler demain ou après-demain. Donc, moi, je les invite, en tout cas, à se donner au mieux qu'ils peuvent pour œuvrer, en tout cas, à ramener la paix. Voilà, parce que tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de développement. Voilà, il n'y a pas d'espoir de développement. Faut-il renouer langue avec les autorités françaises pour vous? Je ne pense pas que les relations sont coupées. Mais en disant à l'armée française de partir, pensez-vous qu'aujourd'hui il faille se retourner vers les Français et dire parlons? Ou faut-il passer à autre chose? Parce que là, ils ont envie de passer à autre chose. L'homme est un produit d'une société et chaque pays appartient au monde. Voilà, et il faut s'interdire
de fragiliser, de créer des tensions avec les autres pays, soit qui nous entourent ou bien qui sont des pays partenaires. Et c'est important. Voilà, il faut s'interdire ça. Il n'y avait pas de voilà, raison pour vous de demander aux Français de partir, c'est ça? Non, bon, moi je ne sais pas, c'est pas moi qui ai demandé. Donc ils peuvent forcément qu'ils ont ce qui les a poussés à faire. Moi je ne suis pas dans leur secret, mais couper avec tel pays ou bien tel autre, bon, c'est pas forcément, voilà. En tout cas, on peut couper, mais éviter en tout cas d'être en bagarre. Voilà, de complexifier encore, ou bien de créer des tensions. Voilà, on a déjà suffisamment de tensions en interne. Et tout l'effort doit porter sur comment est-ce qu'on trouve des solutions pour stabiliser notre pays. Alors on va terminer dessus, parce qu'on parle beaucoup des Russes, de l'influence russe dans le pays, de la présence des drapeaux russes que l'on voit fleurir dans les manifestations. Vous avez été contacté par les Russes ou par Wagner, vous, pendant que vous étiez aux affaires? Non, nous, on entretenait une coopération. On a une coopération avec la Russie. Voilà, on avait cette coopération légale et régulière avec la Russie. Bon, il y a eu certaines sociétés qui ont fait des démarches, mais bon, comme ce que je disais au cours de l'entretien passé, c'était pas les options en tout cas que... Mais là, on a le chef de la diplomatie russe qui est sur place, Sergueï Lavrov, qui est venu au Burkina Faso. Est-ce une montée en puissance des Russes au Burkina Faso? Est-ce souhaitable ou pas pour vous? Je pense que c'est normal. C'est normal que les Russes puissent venir au Burkina Faso parce qu'il y a des relations de coopération. Donc, il faudrait pas que nous soyons parce que on a une coopération avec la Russie, il faut fermer tel autre pays ou tel autre pays. Mais moi, je vais peut-être... C'est ce que les autres prônent, hein. Quand la Russie arrive quelque part, on devient infréquentable. Non, parce que je pense que c'est ce qu'il faut éviter pour nos États. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que il ne faudrait pas que, à cause d'un choix partenarial, on se ferme d'autres portes, par exemple. Voilà. Et c'est ce qu'il faut éviter. Je pense que il faut qu'on puisse échanger avec tous les partenaires possibles. Mais les Russes aussi. Oh, absolument. Absolument. Vous aviez rencontré Wagner, vous, pendant que vous étiez aux affaires? Non, je n'ai pas croisé Wagner. Mais vous avez rencontré des Russes? Oui, j'ai rencontré quelques Russes. Puisque même au Burkina, il y a des sociétés minières russes et on a dû intervenir en leur faveur. Voilà, c'est des sociétés... En raison des sanctions, ils ne pouvaient plus opérer, donc vous êtes intervenu en leur faveur. Voilà, absolument. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.